C'est le second débat de ce Sens Public et comme chaque jour cette semaine, il est consacré à l'actualité internationale après les élections américaines lundi, la guerre Israël-Hamas hier, direction l'Iran qui s'est doté d'un nouveau président présenté comme réformateur. Quels sont ses pouvoirs? Qu'est-ce qu'un réformateur dans un pays dominé par les mollahs? Où en est le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Beaucoup de questions à aborder avec nos invités, mais d'abord le portrait de Massoud Pezeshkian avec Samia Dechir. Il a créé la surprise en Iran. Le 5 juillet dernier, Massoud Pezeshkian a gagné l'élection présidentielle anticipée. Moins de 2 mois après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un crash d'hélicoptère, il s'est imposé avec plus de 3 millions de voix d'avance sur son rival ultra-conservateur Saïd Jalili. Présenté comme un réformateur, ce chirurgien de 69 ans incarne une promesse de changement. Vous avez créé une opportunité pour l'Iran et ramené l'espoir et la vitalité dans une atmosphère de découragement. Massoud Pezeshkian a promis de sortir son pays de l'isolement international pour obtenir la levée des sanctions qui étouffent l'économie iranienne. Il dit aussi vouloir assouplir le carcan qui pèse sur les femmes, notamment sur le port du voile, après une répression féroce du mouvement qui a suivi la mort de Mahsa Amini en 2022. Aura-t-il les moyens de s'imposer aux gardiens de la révolution ? Les Iraniens sont partagés sur le sujet, car en Iran, le cœur du pouvoir n'est pas entre les mains du président, mais du guide suprême Ali Khamenei. Nous sommes très heureux que M. Pezeshkian ait gagné. Je m'attendais à ce qu'il devienne président car nous avions vraiment besoin d'un dirigeant lettré pour résoudre les problèmes économiques de la population. Je n'ai vraiment aucun sentiment parce que les candidats, c'est des slogans. Et une fois qu'ils prennent le pouvoir, ils ne font rien pour le peuple. Signe de sa volonté de réchauffement des relations avec l'Occident, il a nommé Mohammad Javad Zarif conseiller diplomatique, l'un des architectes de l'accord sur le nucléaire signé en 2015. Mais les États-Unis, sortis de cet accord en 2018, n'ont pas montré d'enthousiasme à l'égard de Massoud Pezeshkian et disent n'attendre aucun changement dans leur relation avec l'Iran. Un président réformateur, cette phrase a-t-elle du sens dans l'Iran d'aujourd'hui? On en débat avec Azadekian. Bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes et de genre. Et vous publiez, pardon pour mon anglais et mon accent, Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran chez Bloomsbury. Shirin Ardakani, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Vous êtes avocate franco-iranienne, présidente de l'association Iran Justice, qui a été créée, c'était au début de cette saison, enfin de notre saison télé septembre, pour alerter sur les crimes commis par le régime des mollahs. Et vous êtes également l'avocate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, emprisonné à Téhéran. Mariam Pirzadeh, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste à France 24 et vous avez été correspondante en Iran. Évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés pour ce second débat de Sens Public, ce nouveau président iranien présenté comme un réformateur. Est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que ça a du sens de dire ça? Absolument pas. Il n'est pas réformiste, il se présente comme fondamentaliste, c'est-à-dire qu'il croit en des fondements du régime islamique, raison pour laquelle tout de suite après son élection, il est allé au mausolée de Khomeini et les premières phrases, c'était les remerciements pour M. Khamenei, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, sans lequel il n'aurait jamais pu sortir des urnes. Donc je pense que ces deux gestes symboliques en disent long sur qui il est et également sur, bien évidemment, la marge de manœuvre qu'il peut avoir ou ne pas avoir dans la mise en application de ses promesses électorales. En tout cas, ce n'est pas un réformiste au sens propre du terme, mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui est la dernière carte, visiblement, du régime islamique pour essayer d'emmener les gens aux urnes et à cette élection qu'on sait programmer à l'avance, quoi. Oui. Alors, évidemment, les mots n'engagent que lui, mais lors de sa première prise de parole, Massoud Pezeshkian
a dit « je tends la main de l'amitié à tout le monde ». Ça veut dire quoi cette phrase, Shireen Afourani? Écoutez, je ne sais pas à qui il tend la main, mais vraisemblablement pas aux défenseurs des droits humains et encore moins à la société civile mobilisée depuis la mort de Jina Mahsa Amini. On sait que le président iranien, en réalité, est dépourvu des pouvoirs qui sont le pouvoir judiciaire, par exemple, à la main d'un ultra-conservateur, en tout cas proche des gardiens de la Révolution. On sait qu'il n'a pas non plus de marge de manœuvre sur le Parlement, qui est à la main de Ghalibaf, un proche des gardiens de la Révolution. Et il est certain que la répression, à l'heure où je vous parle, alors même que le président est élu, se poursuit. On apprend par exemple que Sharifeh Mohammadi, une syndicaliste, a été condamnée à mort il y a une dizaine de jours et aucune expression publique de la part de ce président pour se mettre en rupture par rapport à ce qui a été la répression extrêmement dure des 2 dernières années. Donc en tout cas, il ne tend pas vraisemblablement la main ni aux femmes iraniennes qui continuent de se faire traquer et harceler dans les rues. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on a des jeunes femmes, on le verra peut-être d'ailleurs tout à l'heure en images, des jeunes femmes le 13 juillet dernier qui ont pris prévu de voir ces images. De défiler sans voile. Et qui se sont fait aussitôt interpeller. Donc manifestement, ce n'est pas ni l'ami des femmes à ce stade, ni des défenseurs des droits humains. Alors ce président iranien, il est élu pour 4 ans, il est chargé de faire appliquer la Constitution, de signer les traités, il accrédite les ambassadeurs, mais il peut être destitué par soit le Parlement, soit le guide suprême Ali Khamenei qui détient le pouvoir depuis 1989, si je ne me trompe. C'est lui, enfin, c'est lui qui décide, quoi. On peut dire ça aussi simplement que ça, notamment du destin de son président. Exactement. Ouais. En fait, et même, pardon, parce que c'était ça la question, elle m'a échappé au moment où je voulais la poser, et même de se présenter, quoi, d'une certaine façon. Il a pu se présenter parce qu'on l'a autorisé à le faire, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on l'a autorisé à le faire. C'était une surprise. Son élection a été aussi un peu une surprise parce que il y avait face à lui quand même des très très proches du régime. Ouais. Ça reste quand même quelqu'un de très proche du régime. En fait, pour pouvoir se présenter, pour voir sa candidature être acceptée par le régime, il faut vouloir appliquer la charia, respecter la République islamique, respecter les droits, les devoirs de la République islamique. Donc c'est pour ça qu'il s'est présenté. Mais Ali Khamenei, le guide suprême, c'est lui qui a le pouvoir. En fait, on a l'impression, dans cette élection, quand on regarde la presse occidentale et la presse iranienne, on a l'impression que c'est le candidat qui a été présenté comme le président qui allait changer les choses. Rien ne va changer, en fait. C'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu comme une marionnette. Même à la marge ? En fait, ce qui a été repris beaucoup, et notamment dans la presse iranienne, c'est ça qui est intéressant, c'est les débats un petit peu vifs qui l'ont opposé à des candidats ultra-conservateurs, c'est-à-dire une phrase notamment qui est beaucoup revenue, c'est cette main tendue à l'Occident. Alors, ce qui est assez là dans le concret, donc dans des débats télévisés, qui ont été qui passent sur la télévision d'État, et ce qui a été suivi de concret, c'est qu'il a repris Mohammad Javad Zarif. Vous en parlez comme d'un conseiller, un conseiller politique, Mohammad Javad Zarif, qui n'était pas opposant, mais qui était quand même un peu, on a l'impression ces derniers temps, en marge de ce régime. Il devrait nommer normalement l'ancien négociateur sur le nucléaire de Mohammad Javad Zarif, qui parle très bien anglais, qui a négocié avec les Occidentaux. Mohammad Javad Zarif et ce négociateur, ce sont quand même les représentants d'une diplomatie iranienne qui est revenue sur le devant de la scène en 2015, avec un Mohammad Javad Zarif qui s'expose à côté de son homologue américain, John Kerry, en souriant, et au moment de la signature de cet accord sur le nucléaire. C'est la diplomatie iranienne. Donc, là aussi, on en parlera un peu plus tard de l'accord sur le nucléaire. Mais c'est intéressant de voir quand même qui l'entoure, ce président. Il n'aura la main sur rien. Aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Iran, c'est le guide suprême et les gardiens de la Révolution qui ont une main très forte sur l'économie du pays. Mais alors, je vous donne la parole tout de suite, Mathieu. Je voudrais comprendre pourquoi le régime des mollahs le laisse se présenter, pour donner l'illusion d'un espace de réforme ? Tout à fait. Ils l'ont aussi fait par le passé, par exemple, d'où l'élection de M. Rouhani et avant lui Khatami. Donc, effectivement, de temps en temps, il y a cette volonté de la part du guide des gardiens de la Révolution aussi de donner un semblant de démocratie islamique, de dire, regardez, il y a des vraies élections, etc. Cette fois-ci, alors c'est intéressant parce que M. Pezeshkian n'avait pas été habilité lors de la dernière élection présidentielle et il a été cette fois-ci en fait repêché sous l'ordre du guide par le Conseil, mais je pense que son élection n'était pas prédéterminée si les deux candidats ultra-conservateurs, à savoir M. Ghalibaf, le président du Parlement, et M. Saïd Jalili,
ultra-conservateurs s'étaient mis d'accord pour que l'un, au second tour, se retire au profit de l'autre, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'une partie des électeurs de Ralibaf ont voté pour M. Pezeshkian au second tour. Mais en tout cas, c'était pour donner cette semblant de, voilà, regardez, il y a des élections d'une part. D'autre part, M. Pezeshkian va changer, et a déjà changé la rhétorique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en relations internationales, la rhétorique joue un rôle important, le discours joue un rôle important quand il dit on tend la main à tout le monde, etc. Sauf que, n'oublions pas que la première personne qui a été contactée par M. Pezeshkian, c'est le chef de Hezbollah libanais. Ensuite, M. Bachar el-Assad. Ensuite, bien évidemment, on n'est pas dans un changement d'alliance, ça c'est sûr. Absolument pas. Donc, main tendue, comme vous disiez, Mme Ardekani, vers qui... Mathieu. Et en même temps, s'il avait été très réformateur dès le début, il serait évidemment pas resté ou serait déjà peut-être ressorti. Est-ce qu'on peut devenir réformateur? C'est la question que je me pose. Vu d'ici, moi je me souviens à une époque où on disait que Rafsanjani avait été un réformateur du point de vue économique, par exemple. Pas forcément d'un point de vue des mœurs ou de la politique, mais du point de vue économique. Khatami, c'est vrai qu'il y a eu un espoir que ça avait desserré quand même un peu le joug qui était sur la société iranienne. Est-ce qu'on peut le devenir ou est-ce que tout est déjà écrit? Peut-être Mariam pour commencer, sur les anciens présidents réformateurs, ils sont tous devenus en fait des parias en Iran. Par exemple, Mohammad Khatami, qui a eu 2 mandats, qui avait promis justement de desserrer un peu la bride sur la jeunesse, d'accorder plus de liberté. Aujourd'hui, il est interdit d'être montré dans les médias iraniens, interdit qu'on entende même sa parole. Hassan Rouhani, il a été empêché d'être présenté aux dernières élections législatives. Il y avait des élections générales, il a été empêché de se présenter. Rafsanjani, il est décédé en 2016. Idem, il était un peu à la marge de ce régime. On a l'impression que tous les anciens présidents réformateurs, ils sont devenus en fait des voix alors d'opposants, mais attention, c'est pas le même terme comme ici, parce que ça reste des opposants qui soutiennent ce régime et ce système de la République islamique. Chirine Ardekani. Oui, un mot là-dessus, là où vous avez raison, c'est que la question, c'est de savoir quelles sont les marges de manœuvre en fait de ce président, une fois élu, dans un cadre qui est extrêmement contraint, qui est l'appareil d'État de la République islamique, de pouvoir, le cas échéant, vraiment faire changer les choses. Or là, en réalité, on voit que ce président, il a tout de suite donné des gages de loyauté à l'ayatollah Khomeini. Il a dit plusieurs choses. Première chose, il a dit, moi, mes lignes rouges, ce sera la parole du guide suprême. Bon, déjà, quand on se fait élire en disant qu'on va respecter la parole du guide suprême, ça veut dire qu'on se limite nous-mêmes nos marges de manœuvre. Deuxième chose, il a respecté tout le symbolisme de la République islamique. Par exemple, il a fait des louanges au général Rassem Soleimani, on se souvient, donc ce commandant de la force Al-Quds sur les fronts extérieurs, très actif en Syrie, au Liban. Donc ça, c'est aussi la rhétorique de la République islamique. Là, à peine élu, il se met en scène dans un mois chiite du Muharram. Vous savez, ces processions de rue où les chiites s'autoflagellent. Il se met en scène. Donc il épouse véritablement cette symbolique de la République islamique et on voit mal comment est-ce qu'il se mettrait du coup en rupture avec ce qu'il a lui-même manifestement choisi de créer, en tout cas sur sa campagne. Ça a été celle-ci. Oui, alors c'est intéressant de regarder en détail le niveau d'abstention de ces élections. Il y a 60% d'abstention au premier tour, ce qui était un record depuis la création de la République islamique en 1979, avec des Iraniens qui, pour certains, osent, alors parfois c'est à demi-mot, parfois c'est clairement exprimé, qui se disent désabusés. On écoute 2 d'entre eux. Je n'ai pas voté au premier tour. Notre voix n'est pas entendue. Les forces révolutionnaires ont épuisé le peuple fidèle. Nous sommes vraiment épuisés. Les gens sont découragés. Ils pensent que s'ils votent, leur vote ne sert à rien et que les candidats ne peuvent rien faire. Mais cette façon de penser est erronée. Nous vivons dans ce pays et il est de notre devoir de voter. Donc abstention très forte, historique au premier tour. On peut dire que c'est quand même un message assez clair envoyé au pouvoir en place. Et au second tour, un petit rebond. On a vu les chiffres avec seulement 50% d'abstention, donc 50% de participation. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'opportunité d'écarter un ultra-conservateur, peut-être? C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Oui, il y a certaines personnes, par exemple,
comme par exemple Keyvan Samimi, qui est une personnalité connue, réformiste, qui a été emprisonné, etc., qui n'avait pas voté au premier tour, qui a annoncé avoir voté au second tour afin d'empêcher l'arrivée au pouvoir de M. Saïd Jalili, un ultra-conservateur. C'est quelqu'un qui est contre, par exemple, accès des femmes à l'éducation, au travail, etc. Donc c'était aussi pour empêcher l'accès des ultras, d'une part. D'autre part, M. Pezeshkian est turc, il est azéri, et il y a une forte mobilisation des Turcs iraniens qui constituent au moins 25% de la population iranienne pour son élection, à ne pas oublier donc ce facteur ethnique également. Donc en tout cas, effectivement, c'était aussi pour dire, bon, étant donné qu'on a l'occasion, empêchons au moins l'arrivée au pouvoir des ultras et disons haut et fort au guide, OK, tu nous as donné la possibilité de jouer, on va jouer avec. Et en fait, néanmoins, ce qui est important, c'est que le gouvernement, et je l'avais dit avant l'élection, l'Iran a besoin d'un gouvernement de technocrates, un gouvernement des gens qui savent, qui sont spécialistes, qui savent comment gérer, parce qu'une bonne partie du désastre actuel de l'Iran est due non pas aux sanctions, mais à la mauvaise gestion de l'économie et de la politique du pays. Et donc, ce qu'on constate... Là, on ne connaît pas encore le gouvernement, non, on n'a pas encore les ministres. On sait que, par exemple, M. Javad Zarif est en train de constituer en fait une commission constituée de plusieurs centaines de personnes pour essayer de nommer des ministres capables de gérer les problèmes et les crises tous azimuts du pays. Est-ce que ça veut dire, Mariam Pirzadeh, qu'il y a quand même un peu d'espoir au sein de la population iranienne, malgré tout ce qu'on est en train de dire Non. Non, en fait, Massoud Pezeshkian, il va représenter l'Iran, par exemple, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il va avoir plutôt un rôle de représentation de la République islamique. Non, il n'y a pas d'espoir. C'est quand même une société qui sort et qui est encore dans un mouvement de contestation extrêmement fort après la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Shirin Ardakani en a parlé. Il y a un tour de vis très important sur les femmes qui avaient, après cette mort, retiré leur voile spontanément en guise de désapprobation dans les rues. La police de mœurs est de retour dans les rues. Lorsque vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas le voile, vous faites retirer la voiture. Enfin, il y a vraiment une chape de plomb sur les femmes iraniennes très fort. Il y a une situation économique qui est désastreuse. Vraiment, il y a plus de classe populaire, il y a plus de classe moyenne, pardon. Il y a plus de classe moyenne en Iran. Elle a été complètement avalée. Il y a une inflation qui est record. Donc non, c'est plutôt un peu plutôt le désespoir qui domine. J'avais juste une toute petite question sur les élections. On a compris que les candidatures étaient verrouillées. Mais est-ce que les scrutins sont sincères? Non. Il n'y a pas de chiffres. Parce que là, on dit les gens ont voté. Est-ce qu'il y a des bourrages d'urnes? Pardon, mais ce monsieur que j'ai cité tout à l'heure, Keyvan Samimi, qui a voté au second tour, pas au premier tour, lui-même, il parlait de 20%. Il disait même au second tour, il n'y a que 20% des électeurs qui ont voté. Donc, on n'a pas de Donc, chiffres. Quand on dit 60%... Bourrage des urnes. Mais ça, écoutez, on a l'habitude. Bon, c'est évident. On va justement parler de ce qui reste du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc, vous avez fait référence, Shirin Ardakani, tout à l'heure, à ces images qui tournent quand même sur les réseaux sociaux. C'est un défilé, alors j'espère ne pas me tromper, un défilé religieux à l'ouest de Téhéran, célébration qui se déroule en ce moment dans le monde musulman. Et donc, on entrevoit des femmes, jeunes femmes, sans voile, sans le manteau obligatoire. On rappelle le courage que ça représente. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues ? Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, elles ont été interpellées. Alors, on ne sait pas exactement quelles sont les conditions aujourd'hui de leur arrestation, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un acte de courage, puisque c'est passible, donc à la fois d'une condamnation très lourde, de prison, alors pour un certain nombre de griefs, mais en tout état de cause, une femme aujourd'hui en Iran, on le sait, elle contrevient à la loi qui institue le port du voile obligatoire, et c'est intéressant parce que le président Pezeshkian, à aucun moment, n'a remis en cause cette loi qui institue le port du voile obligatoire. D'ailleurs, il n'a pas même remis en cause
la répression qui a été faite à l'encontre des femmes. Néanmoins, ce qui semblait se dégager des débats, c'est qu'il disait, bon, finalement, peut-être qu'on y est allé un peu fort pour faire respecter cette loi, mais il n'est pas question de revenir dessus, il est question de la faire respecter, coûte que coûte, mais autrement, peut-être pas forcément en investissant, par exemple, les rues avec des bassidji. Mais il ne revient pas sur les totems de ce que c'est que l'oppression des femmes iraniennes. Et donc, ces jeunes femmes, effectivement, elles vont nécessairement en payer de leur liberté cet acte courageux. Je rappelle que c'est un acte de provocation, c'est une procession religieuse. Et donc, dans un mois qui est extrêmement sensible, le mois de l'Ashura, qui va commémorer la mort de l'imam Hussein pour les chiites. Donc, c'est vraiment un acte extrêmement politique et subversif de ces jeunes femmes. Et extrêmement courageux, c'est un mois de deuil en Iran. Moi qui ai vécu plusieurs mois de Muharram et d'Ashura en Iran, il y a interdiction d'avoir des mariages à ce moment-là, il faut s'habiller en noir, c'est un mois vraiment de deuil, de grande tristesse en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse que vous décodiez ces images, parce que s'y présenter sans voile, sans manteau, enfin comme ça, en vécu, alors j'allais dire à l'occidental, c'est un peu caricatural, mais c'est un comme acte elles veulent en fait. Comme elles veulent, vous avez raison, c'est un acte de provocation. Oui, c'est un acte de politique, de subversion politique. Et à la fois, ces derniers temps, ces fêtes-là sont devenues aussi, il y a une jeunesse qui n'est pas forcément religieuse, qui va dans ce genre de manifestations pour faire des rencontres, parce que pour essayer d'avoir un peu de provoquer de la joie dans ce mois que la République islamique veut rendre noir, veut rendre triste, et les Iraniens, certains le refusent, et donc Non, l'imam Hussein, dont on commémore le martyr pendant le mois de Muharram, le mois de deuil, et symbolise la liberté. Donc, il s'est fait tuer avec 72 de ses compagnons contre un souverain un dictateur, on va dire. Et donc, il symbolise, dans la culture chiite, il symbolise la liberté. Donc, ces jeunes qui y vont pour dire, voilà, nous symbolisons la liberté. La liberté aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, la liberté. Donc, je pense qu'effectivement, le diatribe, c'est franchement, non seulement elles sont courageuses, bien évidemment, mais elles lancent un diatribe absolument important, et pas seulement les filles qu'on a vues dans la ville de Karaj, mais un peu partout en Iran, face à ce régime. Sauf que, comme ça a été dit, M. Pezeshkian, pendant la campagne électorale que j'ai suivie, n'a pas soutenu ni les femmes, ni les droits des femmes, ni, par exemple, promis d'abolir la loi qui oblige les femmes à se voiler, etc. Donc, en somme, quelle promesse réellement il a fait aux Iraniens et aux Iraniennes? Rien, qu'une rhétorique de je vous promets d'être juste. Ouais. Voilà. Un dernier mot là-dessus, on parle du nucléaire iranien dans une seconde. Un mot, c'est intéressant ces images, parce qu'en fait c'est des irruptions comme ça de la société civile dans le narratif en fait du régime islamique, c'est-à-dire qu'en fait à coup de propagande, de médias d'État, je rappelle quand même que on parle de David et Goliath. On a d'une part le gouvernement de la République islamique qui détient toute la presse, qui va comme ça irriguer de son narratif, et puis de temps en temps comme ça il y a ce mouvement qui continue de vivre et qui nous rappelle que la contestation, c'est par des actes de résistance du quotidien. Et évidemment que c'est très courageux. Alors je termine juste un mot là-dessus. Oui. Au même moment, c'est-à-dire que le 13 juillet, au même moment, on avait une dizaine de femmes qui étaient des militantes des droits des femmes, qui s'étaient investies dans le mouvement Femmes et Liberté, qui se sont rendues spontanément à la prison où elles étaient attendues, parce qu'elles avaient au total toutes pris plus de 60 ans de prison pour leur combat pour les droits des femmes. Donc on voit que ces femmes iraniennes, malgré la répression, malgré cet étau qui s'est resserré, bien continuent leur combat. Et ça, par contre, c'est enthousiasmant. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a de l'espoir? En tout cas, l'espoir, manifestement, il est du côté des femmes qui continuent de se battre. Allez, comme promis, chapitre sur le programme nucléaire avec Steve Jourdain, qui peut revenir sur ce plateau. Bonsoir Steve. Alors, est-ce que l'élection, ce président présenté comme réformateur, peut relancer les discussions sur ce programme nucléaire? C'est en tout cas ce que souhaite le ministre actuel des Affaires étrangères iranien dans une interview publiée hier par le magazine américain Newsweek. Ali Bagheri se dit favorable à la reprise des négociations avec Washington.
Comment interpréter cette sortie, Thomas? Difficile à dire. Bagheri est un proche du guide suprême, mais il n'est que ministre par intérim en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Pendant la campagne électorale, le nouveau président était lui resté silencieux sur le dossier du nucléaire. Et plusieurs personnalités favorables à la reprise du dialogue pourraient intégrer le futur gouvernement. Un futur gouvernement qui devrait être connu après la cérémonie d'investiture du président le 30 juillet. Le prochain ministre des Affaires étrangères, ça pourrait être lui, Abbas Araghchi, fortement pressenti pour le poste. Il était le bras droit de Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne au moment des négociations sur le nucléaire en 2015. Les deux hommes ont conclu l'accord avec les grandes puissances. Il pourrait donc reprendre du service dès cet été. Mais à en croire l'administration Biden, sur le nucléaire comme sur le reste, il n'y a pas grand-chose à attendre. Écoutez. Si le nouveau président iranien avait le pouvoir de prendre des mesures pour freiner le programme nucléaire, pour cesser de financer le terrorisme ou pour cesser les activités déstabilisatrices dans la région, ce seraient des mesures bienvenues et nous ne pensons pas que cela va se produire. Et justement, où en sont ces discussions sur le programme nucléaire iranien? Alors, elles en sont au point mort. En 2015, on le rappelle, l'accord conclu à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances prévoyait une réduction côté iranien de l'enrichissement d'uranium contre une levée des sanctions. Limitation qui a été destinée à restreindre la capacité nucléaire iranienne à une utilisation strictement civile et scientifique. Il était prévu aussi que toutes les infrastructures nucléaires seraient soumises à l'inspection de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. On avance dans le temps. 2018, Donald Trump déchire cet accord et impose de nouvelles sanctions sur l'Iran qui décide quelques mois plus tard de reprendre et d'accélérer ses activités sur le nucléaire. Où en est-on aujourd'hui? Quelle est la situation? Écoutez, le chef de l'AIEA, c'était le mois dernier. Nous sommes inquiets. Nous pensons qu'il est inacceptable de parler d'armes nucléaires, comme le font certaines personnes en Iran. Je pense qu'ajouter des armes nucléaires au chaudron du Moyen-Orient est une très mauvaise idée. Nous devons l'éviter. Nous devons travailler avec l'Iran pour essayer d'empêcher cela. L'accord de Vienne limitait l'enrichissement d'uranium aux 3,67% nécessaires pour produire de l'électricité. Or, selon l'AIEA, l'Iran est aujourd'hui le seul pays au monde non doté de l'arme nucléaire à enrichir l'uranium à 60%. Selon les experts, le pays a désormais assez de matière pour fabriquer plusieurs bombes atomiques. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Mariam Pirzadeh, question peut-être un peu naïve, mais l'AIEA, elle va en Iran encore, elle y est persona non grata, elle a la capacité de contrôler un peu, beaucoup, rien du tout? Alors, elle y est allée il n'y a pas très longtemps. Raphaël Grossi est allé il n'y a pas très longtemps, mais pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les Iraniens avaient débranché les caméras de surveillance des différents sites d'enrichissement d'uranium. Raphaël Grossi a été invité en grande pompe par Téhéran, qui avait, pour l'occasion, créé le premier forum sur le nucléaire. Leur but, c'est de montrer que c'est transparent, mais en fait, en réalité, Raphaël Grossi ne sait pas grand-chose de ce programme nucléaire iranien. Et c'est là tout le problème, parce qu'en fait, on parle de 60%, mais il y a des particules qui ont été quand même relevées à 84% d'uranium enrichi. Il faut 90% pour faire une bombe nucléaire. Donc, est-ce que les Iraniens ont fait ça exprès pour laisser le doute aux inspecteurs qui sont revenus après des mois? Il faut savoir une chose, c'est que le programme nucléaire iranien, il y a une grande partie qui est dans des sites qui sont cachés, qui sont enfouis dans les montagnes, qui sont enfouis dans le sol, où il n'y a pas d'accès. Donc, Raphaël Grossi, au fur et à mesure de ses paroles publiques, est quand même assez pessimiste, il fait un peu peur parce qu'il dit qu'on est au breakout, ce fameux breakout time, donc le seuil, le moment où on peut fabriquer une bombe nucléaire. Au moment où l'Iran aura la bombe et qu'on ne pourra pas reculer en arrière. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'année prochaine, cet accord sur le nucléaire, qui est désormais une coquille vide, qui ne sert plus à rien, arrive à expiration. Il avait 10 ans de vie jusqu'en 2025, mais il n'existe plus depuis 2018 et la sortie unilatérale de Donald Trump. Azadeh Kian, quelle place ce programme nucléaire tient dans la sémantique du pouvoir, vous voyez, dans les symboles du pouvoir iranien? Est-ce que c'est souvent mis en avant ou pas tant que ça? Si, bien évidemment. Ça symbolise leur puissance, parce que l'Iran prétend être une puissance régionale tout au moins, et avec le nucléaire, à l'aide de ce nucléaire et de l'opacité du programme nucléaire de l'Iran. Et ils jouent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que d'un coup, ils disent c'est que un programme nucléaire civil, mais d'un autre coup, par exemple, M. Kharazi, le conseiller du guide aux affaires étrangères,
étrangères disait récemment si les Occidentaux exagèrent, nous, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on va vers la fabrication d'une bombe atomique. C'est comme ça que tout le monde a compris ce message et cette menace. Donc l'Iran joue effectivement sur ce plan-là et pour montrer aussi sa puissance et aussi pour dire à partir du moment où on a la puissance nucléaire, eh bien personne ne pourra nous toucher, etc. Donc il regarde vers aussi le Pakistan et l'Inde. Souvent, ce sont des exemples qui sont donnés aussi. À cela s'ajoute le fait qu'une partie des gardiens de la révolution serait très en faveur de la fabrication d'une bombe atomique, mais visiblement, il y a des discussions et des débats entre eux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le souhait, c'est de parvenir au seuil du nucléaire, sans nécessairement, pour l'instant, franchir le pas. Chirine Ardakani, quel bilan vous faites, vous, peut-être de l'action de l'Europe d'ailleurs sur cette question nucléaire? Précisément, j'allais y venir. La séquence, elle est quand même assez catastrophique pour la diplomatie à la fois européenne mais aussi américaine. C'est un échec parce que autant on pourrait dire que le retrait unilatéral de Trump n'est pas du fait des Européens, mais quand même, tout de même, entre 2018 et aujourd'hui, il y a quand même bien des années qui se sont écoulées. On voit que ce dossier est absolument au point mort. On voit qu'il y a en fait une absence de stratégie commune aussi sur l'Iran. Et d'ailleurs, c'est pas que la question du nucléaire. J'imagine qu'on va peut-être en parler. La question des otages, des ressortissants européens qui sont pris en otage. Et on voit qu'en fait, personne n'a de plan pour l'Iran en réalité. Et donc, on a eu le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui un temps effectivement avait fait des déclarations, mais en réalité un peu creuses, pour expliquer que l'Iran devait cesser. Mais en réalité, on pose la question du rapport de force. Quel rapport de force aujourd'hui, diplomatiquement, l'Union européenne a avec l'Iran? Il y a eu un certain nombre de trains de sanctions qui ont été votées entre 2022 et aujourd'hui. On voit que ces sanctions, en réalité économiques, financières, qui visent soit des actifs, soit des dignitaires iraniens, en réalité ne participent pas d'un rapport de force véritable pour affaiblir la structure du régime ou même peser dans des négociations. Donc aujourd'hui, la question, c'est quel positionnement cohérent, unanime et peut-être concerté. Mais bon, malheureusement, c'est pas le seul dossier sur lequel la diplomatie européenne patine aujourd'hui. Alors effectivement, on va parler du dossier des otages et peut-être plus généralement, Mathieu, des relations franco-iraniennes qui sont tendues. Vous vouliez revenir sur un incident diplomatique précis entre la France et l'Iran? Oui, ça s'est passé le 3 juillet dernier. La France a expulsé un ressortissant iranien de 41 ans au titre des graves menaces qu'il aurait fait peser contre l'ordre public et les intérêts fondamentaux de l'État. Alors, Bachir Biazar, c'est son nom, était alors enfermé dans un centre de rétention administrative depuis un mois. Le ministère de l'Intérieur l'accusait d'être un agent d'influence iranien en lien avec les services de renseignement de la République islamique. Lui se présentait comme un producteur de musique, c'est un ancien producteur de la télévision d'État iranienne. Le Téhéran le présentait comme une figure culturelle. Mais pour Paris, c'est un agent d'influence en relation avec une unité de la force Al-Quds, qui est la branche extérieure des gardiens de la Révolution. Et sur quels éléments se basaient les services français? Alors, il lui reprochait d'avoir participé à des pressions contre des médias d'opposition au régime des Mollahs, et notamment d'avoir filmé et diffusé les images d'une journaliste opposante lors d'un duplex à Paris devant le consulat d'Iran qui a brûlé, vous vous souvenez, en septembre dernier. Sur les réseaux sociaux, Bachir Biazar laisse entendre que les journalistes de la chaîne d'opposition avaient été à l'origine de l'incendie. Mais tout ça, pour l'avocat de Bachir Biazar, c'est un prétexte. Bachir Biazar faisait par ailleurs l'objet d'une plainte déposée par des militants franco-iraniens pour complicité d'actes de torture psychologique, physique et de traitements cruels, inhumains et dégradants. En fait, selon leur avocate, il aurait participé à l'enregistrement et à la diffusion d'aveux forcés et obtenus évidemment sous la torture. Et ces militants-là se désespèrent de l'avoir vu expulsé sans qu'il ait pu être poursuivi cette procédure judiciaire. En fait, il y a pas mal de zones d'ombre dans cette histoire, puisque le même jour de la mise en centre de rétention administratif, il y a des chaînes d'opposition à l'Iran qui ont été perquisitionnées par les services français. Bref, tout n'est pas très clair. Et comment a réagi Téhéran? Alors, Téhéran avait dénoncé l'arrestation et l'expulsion d'ailleurs de Bachir Biazar comme des procédures illégales, attentatoires aux droits humains. C'est à
peu près les termes que Paris utilise pour qualifier la situation des 3 otages français accusés d'être des espions et qui sont encore aujourd'hui emprisonnés dans les geôles iraniennes. Car en toile de fond de cette expulsion se joue aussi un bras de fer diplomatique entre la France et la République islamique, avec des négociations, des pressions, de l'influence et de la rétorsion. Je rappelle que le 13 juin dernier, Louis Arnault, le touriste qui était détenu en Iran, vous vous souvenez, depuis septembre 2022, a été libéré sans contrepartie connue. Alors justement, est-ce qu'il faut faire le lien? Est-ce qu'il faut faire le lien? C'est intéressant. Pardon, mais le jour même, ou un peu avant ou un peu après, les locaux des Moudjahidines, la télévision des Moudjahidines a été attaquée et fermée, et plusieurs personnes qui y travaillaient ont été arrêtées. Donc ça, ce sont des locaux en France. En France, à Auvers-sur-Oise. Voilà, d'un mouvement d'opposition au régime islamique. Absolument, qu'on appelle les Moudjahidines, qui sont en réalité basés maintenant plutôt en Albanie, mais leur télévision... Donc il y a eu une perquisition dans ces locaux, faite en France par la police française. Par la Pologne. Donc vous dites que ça a été une sorte de contrepartie à la libération de l'otage français. Je pense que Sheila Al-Dekani connaît mieux que moi le dossier, mais il me semble que oui, effectivement, parce que peu de temps après, Louis Arnault a été libéré. Bon, on est bien évidemment très content de sa libération, mais quand même, on se pose la question. Oui, Chirina. Alors, là, évidemment, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. On se doute bien que la raison d'État, qui est régulièrement invoquée pour classifier un certain nombre d'informations, fait que nous n'aurons jamais véritablement la contrepartie connue. En tout état de cause, il y a un certain nombre de coïncidences, il est vrai. Louis Arnault est libéré donc le 13 juin. Je rappelle que le même jour, Hamid Nouri, criminel de guerre, condamné par les autorités suédoises pour avoir, dans les années 80, liquidé et véritablement assassiné un certain nombre d'opposants politiques, est libéré par les autorités suédoises, donc en échange de 2 ressortissants suédois le même jour. Et au même moment, en France, on a cette perquisition qui tombe absolument, là encore, dans un concours de circonstances, alors même qu'au même moment, ou peu ou prou, on détient Bachir Biazar, qui est un dignitaire iranien, ami de Hamid Nouri, donc c'est pas n'importe quel dignitaire iranien, et qui par ailleurs était le numéro 3 de la chaîne de l'audiovisuel public IRIB, donc qui est un conglomérat de médias à la main du guide suprême, et qui a diffusé, on se rappelle, les enregistrements de Cécile Kohler et de Jacques Paris, 2 otages français, dans lesquels, effectivement, ils s'auto-incriminent copieusement d'être des agents infiltrés français, raison pour laquelle d'ailleurs ils sont toujours dans les geôles, en tout cas de façon officielle, puisque les autorités iraniennes leur reprochent d'être des agents français venus pour déstabiliser le pays. Donc ça fait quand même un grand concours de circonstances, et c'est la raison pour laquelle, précisément, les militants des droits humains et les anciens opposants politiques qui avaient fait l'objet d'un certain nombre d'actes de torture par ce régime islamique ont déposé une plainte devant le parquet de Paris. Je le sais d'autant bien que j'ai été leur conseil, et on s'est étonné du silence du ministre de l'Intérieur, si prompt, il est vrai, d'habitude, à communiquer sur les expulsions des étrangers qui commettent un certain nombre d'actes contraires aux intérêts de la nation. Et là, il y avait un silence radio. Voilà, donc c'est effectivement des éléments qui interrogent. Mais bon, la diplomatie des otages, c'est quelque chose qui est connu, documenté. Et tout à l'heure, on parlait du rapport de force politique que pouvait avoir la France dans le cadre des négociations. Il est évidemment malheureux que ce soit le seul élément de rapport de force en réalité, puisque ça revient à valider la thèse que la diplomatie des otages fonctionne. Voilà. Mariam Pirzadeh, votre avis là-dessus, comment le régime iranien opère en France, d'une certaine façon, sa stratégie d'influence? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je rejoins ce qui a été dit sur des zones d'opacité. Ce qu'on remarque, c'est à surveiller, c'est quand même des attaques sur le sol européen avec la République islamique qui serait derrière. Je pense notamment à la fameuse affaire Tournesol dont on a beaucoup parlé en Espagne, avec un homme politique espagnol. Ce sont des opposants iraniens? Alors non, ce sont des personnes qui sont liées à des opposants. Pour le coup, là en Espagne, c'était un homme politique espagnol qui était lié de près ou de loin aux Moudjahidines du peuple qui est l'une des bêtes noires de la République islamique, et qui a
a subi une tentative d'assassinat par un homme qui n'était pas iranien. Mais en fait, il y a eu plusieurs opérations comme ça qui ont été démantelées, de tentatives d'assassinat sur le sol européen, de tentatives d'attentats. N'oublions pas qu'en 2018, il y a une tentative d'attentat à Villepinte, le lieu où allaient se réunir ces fameux moudjahidines du peuple, qui a mené à l'arrestation d'un homme, qui a ensuite été libéré, et en échange, Olivier Van de Castel, un humanitaire belge, a été libéré. Donc en fait, ce qu'on remarque, alors c'est le secret effectivement de la justice, mais ce qu'on remarque depuis quelque temps, c'est quand même des affaires similaires dans un temps, un laps de temps qui se rapproche d'opérations en fait de neutralisation d'opposants, de proches d'opposants sur le sol européen. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque et qui reste pour le moment opaque, mais pour lequel qui pose un grand nombre de questions. Il y a une actualité absolument récente, d'ailleurs les parlementaires s'en sont saisis, c'est la question de l'ingérence des puissances étrangères, y compris sur le sol européen. Oui, on a souvent parlé de la Russie, mais on peut parler de l'Iran aussi. L'Iran, clairement, aujourd'hui, participe à des stratégies qui visent à déstabiliser, y compris en exacerbant les clivages sociaux. On l'a vu par exemple sur les réseaux sociaux. On a des instituts extrêmement sérieux qui ont documenté récemment, pendant les élections même législatives françaises, les cyberarmées et les bots qui sont alimentés, donc les fermes en fait de cyber harceleurs, enfin je ne sais pas comment. Oui, enfin l'idée c'est de faire monter des contenus et de leur donner de l'importance. Investi massivement les réseaux sociaux. Alors il y avait effectivement les cyberarmées russes qui avaient été identifiées, mais aussi les cyberarmées iraniennes. Et un des fers de lance de cette infiltration, c'était évidemment le conflit israélo-palestinien, puisque l'axe de la résistance, pour la rhétorique en tout cas de l'ayatollah Khamenei, c'était d'infiltrer les pro-Gaza pour radicaliser les positions et ensuite participer à la déstabilisation dans le climat actuel français. Et donc ça, ce sont des éléments tangibles d'ingérence et qui participent, alors non seulement à créer le chaos, mais et c'est précisément ce qui était reproché d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur à Bachar Biazar, c'est que Bachar Biazar, en outre, était aussi un influenceur. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'une centaine de tweets où il prenait des positions extrêmement virulentes à l'encontre de la France. Et en réalité, c'est ça aussi qui lui était reproché. C'est ultra basique ce que je vais poser comme question, mais j'assume. On ne l'a pas arrêté justement pour pouvoir avoir une monnaie d'échange pour libérer l'otage français ? Mais vraisemblablement, même si je serais bien en peine de pouvoir vous le démontrer aujourd'hui sur ce plateau. Mais ce qui est aussi évident, c'est qu'il se joue en filigrane aussi cette question de la stratégie d'influence, de la capacité de ces autocraties aussi à venir miner les démocraties occidentales de l'intérieur. Je veux bien vous entendre là-dessus, Azadekian. Est-ce qu'on est un peu angélique face à ce régime iranien ? On est très naïf, effectivement, angélique si vous voulez. Raison pour laquelle, dès qu'il y a un soi-disant réformiste qui est élu en Iran, tout le monde est très content. On pense que c'est, voilà, ça y est, on va pouvoir négocier, on va pouvoir faire ceci et cela avec ce régime. On ferme les yeux sur ce qu'ils font avec les Iraniens en Iran, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les droits humains, qu'ils sont ils continuent à exécuter les prisonniers politiques, ils continuent à en arrêter davantage, etc. On a dit sur les femmes, ce que subissent les femmes, la répression, etc. Et puis ce que subissent aussi les opposants iraniens à l'étranger. Et également ce dont on vient de parler. Donc je pense que... mais en même temps, l'Iran ne compte pas réellement pour la France. La France n'a jamais eu une politique iranienne. La France a eu une politique arabe dans le temps, mais jamais une politique iranienne. L'Iran ne compte pas beaucoup, même quand tout allait bien avec le Shah d'Iran, tout ça. Au plan commercial, économique, l'Iran n'intéressait pas réellement. Aujourd'hui, l'Iran intéresse l'Europe du fait de sa menace nucléaire. Et ça s'arrête là. Les missiles balistiques, la menace nucléaire, la société iranienne, les femmes, leur combat, tout ça, ça n'intéresse personne et j'en suis déprimée, j'en parlais tout à l'heure avec Sylvie. Merci beaucoup. Merci à toutes et d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Mathieu, je voudrais vous remercier parce que c'est la dernière de la saison. Oui. Merci à vous, Thomas. C'était un plaisir, comme chaque saison, de partager ce plateau avec vous et on se retrouve au mois de septembre avec un grand bonheur. Je vous dis à demain, 18h et 22h sur notre antenne. Belle soirée.